L'émission Coup de tête vous est proposée par la boutique Trinquant, située au 35 rue des Martyrs de Vingré à Saint-Étienne. Trinquant, le magasin des amoureux des verres, dédié au foot vintage et à la culture stéphanoise. Également visible sur trinquant.fr. Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Barrage Nice Saint-Étienne, Saint-Étienne Nice. Voilà, le verdict est tombé. Saint-Étienne restera en Ligue 2 l'année prochaine. Donc un coup de tête sur ces deux rencontres. Et puis aussi sur le bilan de cette année catastrophique pour Saint-Étienne cette saison 25-26. Autour de la table, on est dépité. Salut à toi, Eric. Le Canis jusqu'à Ali. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis bien sûr, Olivier. Salut à toi, Olivier. Ouais, on est un petit peu groggy encore, mais on va se remettre. Et puis, on a tellement de choses à dire ce soir que ça va nous remotiver. Voilà, donc présentation de l'émission. Eric qui était présent à Nice, un des rares Stéphanois qui était présent sur la Côte d'Azur pour ce match retour de barrage, va nous évoquer donc ce résumé. Il y aura bien sûr suite à ça pas mal de questions et ensuite on verra peut-être aussi les verres à moitié vides et les verres à moitié pleins. Il y aura une page alti-ligérienne et oui, il y a encore eu des matchs ce week-end, hein. C'était aussi les dernières rencontres des clubs alti-ligériens et on clôturera l'émission avec les coups de cœur et les coups de tête. Bien sûr, tout ça entrecoupé de morceaux musicaux et on commence tout de suite par les matchs du week-end, on va dire. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Ouais, on revient sur la double confrontation et on va faire très court sur le match aller avec un tristement célèbre 0,11 de XG, de possibilité de marquer pour les Verts, un tout petit peu plus pour Nice. Ça a été très pauvre le match aller. Le match retour, on va essayer d'en parler un peu plus parce que il s'est passé plus de choses. Alors c'était la même composition choisie par Philippe Montagnier qu'à l'aller. Larsonneur bien sûr dans les buts, Pedro à gauche, Bernauer, le Cardinal, Apia en défense, Kanté, Gadegbekou, Boaké au milieu et puis David Ashvili, Stassin, Cardona en attaque. Alors ça a plutôt bien commencé pour les Verts. On peut le dire, même si les plus grosses occasions franches elles vont quand même être niçoises et par exemple à 20e minute de jeu c'est Klos qui va récupérer un bon ballon et sa frappe va être contrée par Kevin Pedro. Ensuite il y a une tête de Dante sur corner qui donner des sueurs froides également au camp stéphanois. On va dire que c'est tout pour la première mi-temps. Je fais court quand même. À la mi-temps, malheureusement, gros hic pour Saint-Étienne puisque le Cardinal est obligé de laisser sa place à Nadé et du côté stéphanois c'est Boudache qui va remplacer Barre, mais enfin en fait nous ce qui nous intéresse c'est la sortie de le Cardinal et malheureusement ça va avoir des conséquences puisque dès la reprise et à la 60e notamment, tout va s'enflammer. Une grosse occasion de Wai pour commencer dans les 6 mètres, gêné par Apia. Et puis à l'heure de jeu, c'est le but de Jonathan Klos à la suite d'une touche longue de Mendy. Bon, la touche normalement était stéphanoise, elle n'était pas niçoise, mais bon, voilà, personne l'a vu. Ça fait 1-0 pour sur le stade, je veux dire sur le terrain. Ça n'a pas choqué non plus vraiment les Stéphanois. Donc dans la foulée on a l'impression que cette double confrontation ça y est elle était lancée. Il y a des occasions dans tous les sens à partir de ce premier but niçois. Il y a un contre niçois et un double arrêt de Larsonneur sur des frappes de Boudache et Wai, mais ça ne donne rien et au contraire sur également une offensive rapide des Verts il va y avoir un penalty
à la suite d'une main de Mendy dans la surface. Donc ça va prendre pas mal de temps, mais c'est Davitashvili qui va inscrire le but de l'égalisation donc sur penalty. On est à la 75e. Malheureusement, on a à peine le temps de se réjouir et d'imaginer la suite que Boudache va venir crucifier l'Arseneur 30 secondes après la reprise, et ça fait 2-1 pour Nice. Et puis après ça va s'enchaîner 87e face à une défense complètement amorphe. Et bien à la 87e, c'est Wai qui va marquer le 3e but sur un service de Loucher. Entre-temps, il y a la frappe de Bouaké sur la barre transversale. Ça aurait permis de revenir à 3-2. Mais les Niçois vont enfoncer le clou sur un nouveau but de Wai en contre, tout seul pratiquement. Et il va sceller le score de la rencontre avec un 4-1 pour Nice. Un 4-1 qui envoie les Niçois en Ligue 1 et qui condamne les Stéphanois en Ligue 2, et qui va évidemment, quoi qu'il arrive, de toute façon, amener beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. On a vu Gazidis prendre la parole, on y reviendra pour dire que c'était un échec cuisant, ce barrage raté. Donc on va revenir sur pas mal de choses, et j'espère que vous avez plein de questions. Merci Olivier, j'aime bien la poésie, mais ce 4-1 je m'en serais passé. Donc plein de questions évidemment sur cette double confrontation. Je pense qu'on va revenir plus en détail sur le second match, mais un mot quand même pour démarrer sur le barrage aller. Il y a pile d'une semaine, soldé par un match nul 0-0, match nul dans tous les sens du terme, avec pas le moindre tir cadré de part et d'autre. Moi j'avais jamais vécu un tel non-match. Alors, est-ce que c'est aussi votre cas, et comment expliquer le spectacle lamentable offert dans un chaudron, de nouveau à guichet fermé? Ouais, t'as choisi le bon adjectif, lamentable, avec un Geoffroy Guichard à guichet fermé. On attend vraiment du spectacle, et on a été très déçus au bout de plus de 90 minutes, où on a eu deux occasions, une frappe qui était un centre pour Cardona, je crois. Et puis du côté niçois, il y a peut-être une frappe, donc on a assisté à rien, et on s'est ennuyé ferme à Geoffroy Guichard. Il fallait faire la différence au cours de ce premier match de barrage pour les Stéphanois, et on était loin de faire la différence, puisqu'on n'a presque pas joué, on n'a rien proposé. Offensivement, c'était le néant total. Le milieu de terrain n'a jamais pu trouver ses attaquants. Très 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 déçu du match aller de la part de nos Stéphanois. Olivier? Ouais, j'en ai un petit peu parlé. C'est dommage, on n'a pas fait l'émission, mais intérieurement, j'ai pensé qu'on allait le regretter, ce premier match, de pas avoir au moins, même si on a bien vu que les Verts étaient au bout du rouleau physiquement, qu'il n'y ait pas eu un temps fort, ne serait-ce que sur 10 minutes, un quart d'heure, pour mettre un peu en difficulté cette équipe de Nice qui était venue faire venue chercher le 0-0. Et s'il y a un truc que je peux reprocher à Philippe Montagnier, c'est d'avoir essayé de gérer cette rencontre, jouer lui aussi finalement le 0-0. Et ça joue vraiment à son discrédit pour l'année prochaine. En même temps, les conditions seront différentes, on va en reparler. Tu ne gères pas, quand tu es à Geoffroy Guichard, tu ne gères pas. Tu as presque 40 000 personnes qui sont venues supporter les Verts. Tu dois te démener pour faire la différence, c'est tellement évident. Et c'est un atout considérable d'avoir ce public. Et ils ne s'en servent pas, l'équipe ne s'en est pas servie, le coach non plus. C'est très regrettable. Bon, c'est tendu à ce que les Verts prennent à la gorge ces Niçois, qui avaient joué juste avant en finale de Coupe de France, qui étaient émoussés physiquement, qui ne pouvaient pas présenter leur meilleur joueur. On a vu qu'il a fait la différence au match retour. Effectivement, on n'a absolument rien eu à Geoffroy Guichard. Moi, je n'ai pas souvenir d'un match pareil, aussi pauvre. Tu as parlé des statistiques, mais c'est incroyable, quoi. Pendant 90 minutes, ne rien voir du tout sur un match aussi important. Saint-Étienne Épinal en Coupe de France il y a 30 ans. Qui s'était soldé au tir au but. Ouais. Ouais. En tout cas, donc retour 3 jours plus tard à Nice dans un stade à huis clos total, avec dans les rangs stéphanois, tu l'as dit, le même 11 de départ alors que Claude Puel de son côté opérait 4 changements, dont le retour donc d'Eli Wahi qui était suspendu
à Geoffroy Guichard. En termes de match, moi j'ai trouvé plutôt équilibré, avec une ouverture du score même stéphanoise, signée Cardona, mais refusée. Mais une bonne en termes de match. Malheureusement, ouais, pour un hors-jeu, je suis d'accord avec toi. Donc, vous voyez qu'il touche le poteau, mais après la pause, on se dit que tout reste jouable, et même plus le chronomètre va avancer, en fait, on a l'impression que ça aurait fait l'affaire des Verts. Comment est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps ? C'est vraiment pas du tout la même configuration. On a senti quand même des Niçois qui avaient monté un peu le curseur au niveau de l'intensité. En tout cas, au niveau de l'intensité, j'ai l'impression qu'ils ont gagné ce duel-là. Et surtout en deuxième mi-temps, on a vu des coachs bien plus investis qu'au match aller où tous les deux étaient contents du 0-0. Et non, c'est vrai que ça bascule sur un but. On sait très bien que marquer le premier but, c'est très important. Et pourtant, on égalise. Donc, tu peux te dire, en effet, mais la dernière. Ce que je veux juste dire, c'est que. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la dernière demi-heure, il n'y a qu'une équipe sur le terrain, à part la frappe de Bouaké. Ah, mais on va y venir, mais pour la première mi-temps, je te parlais. La première mi-temps. Est-ce que tu es à la pause, tu es plutôt rassuré, il y a toujours 0-0 malgré tout? Moi, concernant cette première mi-temps, déjà pour cette double confrontation, j'étais pessimiste parce que je suis comme ça. Je l'avais dit à l'antenne et bizarrement, cette première mi-temps, j'ai dit mais attends, mais il y a peut-être un truc à faire parce que déjà il y a le but inscrit par Cardona. Quand même, on le voit tous au fond, et effectivement, c'est le dos de Stassin qui annule en fin de compte ce but-là, donc positionné hors jeu pour le Belge qui annule le fait d'être devant, mais durant les 20 premières minutes de cette rencontre, j'ai trouvé vraiment un Saint-Étienne qui était plutôt à l'aise, qui proposait. Notre David Tachvili a eu 2 fois sur le côté gauche des chevauchés où il avait pas mal d'espace, et je dis tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et effectivement, au bout de 45 minutes, je me dis mais c'est peut-être faisable. Donc voilà. Et après, ça tenait aussi derrière avec un Cardinal qui était bien dans ses baskets et qui maîtrisait cette défense. On n'avait pas été trop inquiété, même si au bout de 20 minutes, les Niçois ont commencé à réagir. Mais je me suis dit à la mi-temps, il y a peut-être un truc à faire. Voilà. Et à la mi-temps, donc, il y a eu ce coup dur avec, tu l'as évoqué, la nouvelle sortie sur blessure de le Cardinal remplacé par Nadé. Dans quelle mesure est-ce que cette sortie a affaibli l'assise défensive stéphanoise? Pour moi, ça a tout changé parce qu'on a vu la différence et même peut-être un peu dans les têtes parce qu'il avait un rôle de taulier. Il a un rôle de taulier dans cette équipe. Il parle beaucoup, il replace tout ça. Et on a vu malheureusement, alors c'est difficile de rentrer dans une rencontre comme ça, mais on a vu les limites de Nadé sur cette deuxième mi-temps. Tout a changé. Wai, c'est un excellent attaquant. Si en face de lui t'as pas et même Bernauer a été beaucoup plus mauvais en deuxième mi-temps parce qu'il y a plus le Cardinal à côté de lui. Ça change tout, ça change les latéraux, ça change donc ta défense redevient lambda, médiocre. Donc face à un attaquant comme Wai et des bons joueurs quand même de contre, l'entraîneur avait bien préparé son coup, je pense, côté niçois. Et bien, ça a craqué de tous les côtés. Cette charnière centrale stéphanoise, pendant 3 matchs, les 3 derniers matchs, c'était donc Bernauer, le Cardinal. Et là, d'un coup, en fin de compte, ça devient en deuxième mi-temps Nadé Bernauer, qu'on n'avait pas vu quand même depuis longtemps. Voilà, ça c'est peut-être un souci de pas pu avoir alterné peut-être lors des dernières rencontres. Nadé, il a toujours été plus ou moins titulaire. Bon, il est rentré, je crois que c'était face à Amiens ou face à Rodez, il est rentré aussi en deuxième période, mais on est habitué à ce que Nadé commence le match, et moi j'aurais plus mis le Cardinal Nadé pour cette rencontre, parce que effectivement ça affaiblit cette charnière centrale, parce que ce soit Nadé qui était complètement à la rue, mais Bernauer aussi, ça a été catastrophique en deuxième mi-temps. En deuxième, alors moi j'étais en tribune de presse, donc j'étais à côté de l'analyse vidéo de l'OGC Nice, qui était en lien permanent via l'oreillette avec une personne du banc, et il parlait que d'un seul Stéphanois en première mi-temps, c'était Bernauer. D'après lui, il joue dans un fauteuil, donc il demandait à ce que les attaquants resserrent sur lui,
Et c'est vrai qu'il a fait 2 mi-temps très différentes. Première mi-temps, il a joué tranquille, à son aise, notre défenseur. Et puis en deuxième mi-temps, il était plus en difficulté. Je vous rejoins là-dessus. Autre question concernant l'arbitrage. Il y a plusieurs décisions. Donc, première erreur d'arbitrage de l'assistant de M. Buquet, qui était lourde de conséquences sur la touche qui aurait dû être stéphanoise, tu l'as dit, Olivier, et donc qui mène le premier but. Autre décision, avant la mi-temps, il y a une grosse faute d'Apia sur Barre, qui était contraint de sortir et qui n'a même pas été sanctionné d'un carton jaune. Donc c'est hallucinant. Le pire. Hallucinant. Et puis, décision curieuse. Et M. Buquet qui a ensuite été appelé par la VAR pour une potentielle main niçoise. Donc on pensait même qu'il y aurait un carton rouge stéphanois pour du stade. Et donc il a accordé un penalty transformé par David Ashvili. Donc votre avis sur ces différentes situations de jeu? Mais t'oublies encore une situation, c'est l'ouverture du score pour les Niçois suite à... Je viens de le dire, sur une touche. Non, le deuxième but niçois avec une faute sur Nadé qui n'est pas signalée, et Montagnier l'a bien dit après la rencontre, ce qui change quand même complètement la donne, puisque donc le premier but niçois, c'est une touche donc qui devait être accordée aux Stéphanois, et bon, ça donne le but niçois. Le deuxième but, il y a quand même une énorme faute sur Nadé qui est pas signalée. Il laisse le jeu et Bernauer remet dans l'axe et c'est Boudache, non, c'est ça? Sur le deuxième but, c'est Nadé qui perd la balle de la tête dans l'axe. Il fait une tête dans l'axe. Comme tu l'as dit, il a été mauvais des deux côtés. On peut le dire. Oui, mais c'est surprenant quand même. On revient de l'arbitrage. Voilà, tu as signé tout ça, mais il y a encore le penalty, c'est miraculeux, le penalty pour les Verts. Enfin, je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de votre miraculeux, mais moi, on est plus habitué à la VAR aussi, mais bon. Non, mais c'est incroyable. Non, mais il a intervenu au départ, on pense que c'est contre nous. On s'attend pas une seule seconde si c'est penalty pour nous. Personne l'a vu, il y a que la vidéo. Ouais. Non. Donc. Non, mais ce que je disais avant l'antenne, j'ai trouvé l'arbitrage hors sol. Vraiment, ils y sont pas, quoi. Donc autre chose, cette égalisation miraculeuse, et puis les Verts se relâchent aussitôt, donc encaissent un second but suite à une tête renvoyée dans l'axe par Nadé. Ensuite c'est Stassin qui avait lui aussi touché le poteau, qui perd le ballon dans l'axe, exploité par Hawaii, qui finalement va signer un doublé. Alors il y a cette frappe de Boaké sur la barre, mais bon, le match était plié. Donc comment expliquer que les Verts soient de la sorte effondrés à 10 minutes de la fin, parce qu'il y avait un partout à la 80e minute? Le Cardinal, l'absence de Le Cardinal dans cette deuxième mi-temps est primordiale et explique beaucoup de choses sur les soucis défensifs lors de cette deuxième période. Et puis un Hawaii qui est beaucoup plus rapide et qui est efficace côté azuréen. Donc ça fait énormément la différence. Et puis on s'est découvert aussi sur les 2 derniers buts, ils sont pas anecdotiques, mais on s'est quand même découvert pour se relancer dans le match. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Alors le score est peut-être sévère, parce que le 2-1 il vient à la 79e, pas la 75e, 79e but, 79e. Donc c'est là que ça fait mal. Olivier? Ouais, je dirais que là, c'est là que tu te rends compte que sur le banc, il n'y a pas de joueurs pour venir pallier l'absence de Le Cardinal, et même sur le côté. L'idée, c'était quand même de recruter des joueurs qui pouvaient rivaliser avec des joueurs de Ligue 1. Force est de constater que sur cette rencontre, on s'est rendu compte qu'en défense, on en a qu'un joueur qui peut rivaliser avec des joueurs de Ligue 1. Les autres, Kevin Pedro jeune, Ben Hold inconstant, celui qui le remplace, Ferreira brouillon, Bernauer irrégulier, Nadé emprunté. Quand tu penses que t'as qu'un défenseur et qu'en face de toi, pourtant c'est vraiment une équipe de Ligue 1 mauvaise, Nice, ils étaient au fond du trou. Et même une équipe de Ligue 1 au fond du trou, on peut pas rivaliser. Donc moi, je pointe du doigt l'erreur d'avoir pris ces joueurs et gardé ces joueurs qui correspondent pas à tes objectifs. Donc, une lourde défaite comme face à 3. Est-ce que ce match, finalement, pour vous, c'est un résumé de la saison? Ouais, on peut dire ça, oui. Après, avec pas de chance non plus, le poteau Stassin, la barre de Boaké. Voilà, et puis un milieu de terrain qui est aussi, j'emploie le terme emprunté, qui est pas toujours là, quoi. Il fait pas la différence, ce milieu de terrain. Et peut-être Jabert nous a manqué
sur ces dernières rencontres, quand même, il aurait été peut-être important. Je sais pas. Mais milieu de terrain qui n'est pas présent et qui ne fait pas le lien correctement avec les attaquants. Ouais, c'est un peu la même chose. J'ai oublié de parler de Lamba, mais tu le recrutes, il est cramé. Et du coup, il se blesse à répétition. Pour moi, il y a un gros chantier au niveau du gardien et de la défense. Mais ouais, et tu traînes ce boulet comme toute l'année finalement, parce que on a pris combien de buts c'est fou. 38. Là, 38 dans le championnat de Ligue de Buckté. La saison d'avant, 77. Voilà. On en parlera, c'est vrai qu'il y a un grand chantier. Suite à ce barrage perdu par nos Stéphanois, on fera un bilan, mais on va peut-être commencer par sur le dernier match, les verres à moitié pleins et verres à moitié vides. Il y avait la grande illusion, là c'est la grande désillusion. Pour le premier match, moi, les deux seuls joueurs que je ressortirais, on va parler du deuxième, mais le premier pour moi c'était Bernauer et puis Gadek Bekou, à Geoffroy Guichard. Et puis concernant le match de dimanche, Bien. samedi, pardon. C'est dire. Et oui, vendredi. Ouais. Non, mais t'as raison. Apia étonnant, pas au début, mais petit à petit, il est bien rentré dans le match et tous les centres sont venus de son côté, contrairement à Kevin Pedro, mais aussi le Cardinal en première mi-temps, un peu boaqué par fin de match. On sent c'est le seul qui pourrait. Mais Cardona, secouer un peu tout ça. La première demi-heure de Cardona est bien. L'Arsenal a pris 4 buts, mais il a fait des arrêts aussi. Il faut le souligner. Non, mais c'est vrai, une période du match. Ouais. On passe au bilan. Donc malgré son budget XXL, la SS s'avérait incapable de remonter en Ligue 1. Donc ce fiasco s'explique par des défaillances dans toutes les strates du club. Principal responsable, à n'en pas douter, Kilmer Sport, incarné par Ivan Gazidis, Özfami et Jason Rosenfeld. Donc 2 saisons à la tête du club et 2 échecs cuisants. Descente en Ligue 2 et non remontée malgré les énormes moyens mis à leur disposition par Larry Tannenbaum. Même l'équipe féminine qu'ils comptaient développer a été rétrogradée. Donc, est-ce que vous pensez que ces hommes sont en mesure de mener à bien la mission qui leur a été confiée ? Non. Pour l'instant, ce sont 2 échecs, mais est-ce que sur le court terme, c'est cuisant. Olivier va nous parler de moyen ou long terme, mais bon, est-ce que tu crois encore, Olivier, en ces hommes ? Ils se seraient totalement entêtés avec le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel que tu payes pas trop cher parce que tu vas les chercher très loin. Portugal, Nouvelle-Zélande, voilà, grâce à la data, et que tu espères revendre 4 ans plus tard le x10. S'ils avaient fait que ça, je t'aurais dit c'est mort, ils prennent Saint-Étienne pour un fonds d'investissement. Mais le réajustement de janvier avec l'arrivée de Montagnier, l'arrivée de Le Cardinal me laisse penser quand même que ils ont un minimum de remise en question et un minimum d'écoute de ce qui leur environnement. Et puis ils voient bien aussi sur le terrain que ça se passe pas bien du tout. Donc s'ils continuent dans cette voie-là, si tu veux, si le Montagnier et Cardinal étaient arrivés en juin et qu'on avait fait 1 ou 2 recrutements comme ça en janvier, je pense qu'on serait en Ligue 1. Hein. Oui, mais Kilmer et ceux que tu viens de citer, ils n'étaient pas pour. Alors en janvier, ils l'ont compris. Oui, mais en septembre, ils l'ont pas fait. En septembre, ils l'ont pas fait. Ils ont essayé avec leur laboratoire. Alors tout le monde le voyait à Geoffroy Guichard, qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et on l'a dit et redit. Hein. C'est catastrophique, c'est un bilan complètement catastrophique, 90 millions d'euros dépensés en 2 ans. On n'arrive pas à décoller, on est toujours en Ligue 2. Je parle pas de la formation, je parle pas des féminines, c'est catastrophique à tout point de vue. J'ai rarement vu ça. On a tiré à boulet rouge sur nos ex-présidents pendant des années, mais eux, malgré quelques couacs, il y en avait, ils étaient compétents. Eux, par contre, ils sont vraiment incompétents, et maintenant, on le sait. Moi, je pense, tant qu'ils seront là, on n'y arrivera pas, parce que c'est une accumulation
mauvaises décisions, tout simplement. Et en plus, ils ont un ton condescendant depuis le début qu'ils sont là. Le côté hautain comme ça, là, il se croit supérieur. L'autre famille, là, il est avocat, donc il est dans le foot, mais il est avocat et je sais même pas s'il parle français. Il parle français. Non, en plus, il parle pas français. Casillas ne parle pas français. Comment veux-tu, en fin de compte, faire passer le message quand tu prends pas tu parles pas la même langue, et ça me paraît tellement évident de se faire comprendre auprès de ses salariés, auprès de ses joueurs, tu fais un effort, c'est la moindre des choses. Non, pour moi, ils sont incompétents et on arrive maintenant. Ils nous ont mis en D2, en Ligue 2. Voilà. Je rappelle qu'avec Romeyer, on était en Ligue 1. Et le club a été récupéré en Ligue 1 et on est descendu. Voilà, ils sont têtus comme le Viking. Casillas voulait vraiment garder Orneland et j'avais dit haut et fort la saison dernière qu'en gardant Orneland, on ne montera pas. Et ils ont tardé à le changer, et ben voilà, patatras, quoi. Donc oui, alors on a eu un petit bonus avec les barrages, on a pu y croire ou quoi que ce soit, mais c'est une saison quand même catastrophique, pardon, à tout point de vue. On a 2 saisons, tu l'as dit tout à l'heure, on a encaissé, c'était la plus mauvaise saison du club, on a encaissé plus de 77 buts. L'année dernière, on s'est fait humilier partout dans les stades. À Nice notamment. Ils pensaient que c'était chose faite, donc ils négligent le championnat de Ligue 2, ils ne le connaissent pas. Le président n'est jamais là, il nous prend pour des buses. Si tu les laisses, moi je vois pas comment, en plus avec leur système de data où tu vas chercher des joueurs, comme l'a dit Olivier, partout. Ben Holt qui était attaquant, il finit latéral. La gestion de Ekwa, les sommes d'argent folles qu'on a données à Miladinovic, à Stojkovic. Mais enfin, il y a des accumulations, on pourrait y passer la soirée d'accumulation de mauvaise gestion, de mauvaises actions, de mauvaises décisions. Je suis dépité, abasourdi que mon club soit aux mains de ces personnes-là. Alors merci aux Canadiens de mettre de l'argent, mais c'est aux Canadiens aussi de prendre des décisions et de virer ceux qui ne connaissent absolument rien au foot. Tu as dit catastrophique, c'est datastrophique, la situation derrière. Donc, il y avait une banderole accrochée là, récemment sur le parvis sud de Geoffroy Guichard qui disait tous responsables. Donc évidemment que les premiers responsables sont les 3 hommes qu'on a cités. Après, au-dessous d'eux, il y a les hommes qu'ils ont mis en place, à savoir les entraîneurs. Donc ils se sont séparés d'Olivier Dalloglio pour mettre en place à leurs yeux l'homme idoine pour incarner leur fameux projet basé sur la data. Eric Orneland qui est mort avec ses idées en précipitant dans sa chute celle du club. Ensuite, donc, il y a eu un rétro-pédalage avec la nomination de Philippe Montagnier qui a réalisé un sans faute avant de caler dans le sprint final. Donc factuellement, il a échoué lui aussi dans sa mission. D'après vous, est-ce qu'il doit être reconduit ? Alors moi j'ai mon opinion, je le dirai après, mais je vois mal Kilmer changer d'entraîneur, parce que ce qu'ils savent, c'est que Montagnier sur une saison complète, il a réussi 2 fois la remontée de Ligue 2 en Ligue 1. Puisqu'on cherche quelqu'un d'expérience qui sait faire ça, je vois mal lui dire écoute non, ok, t'es venu faire il a fait quoi, 15 matchs, même pas, t'as pas réussi, maintenant dehors, on va prendre quelqu'un qui sait mieux que toi. J'ai du mal. Alors ce que je reproche à Montagnier, c'est le côté un peu tu vois, fin de carrière, où il a plus rien à prouver, il prend tout à la légère, avec vachement d'humour, ok, mais quand même pour la région, pour la ville, c'est important. Donc des fois il donne l'impression de pas être, que la pression elle est alors et le je problème pense que c'est un vrai professionnel, c'est un des rares qui bosse à Saint-Étienne. D'accord, mais est-ce qu'il arrive à transmettre, quand même il faut que cette pression elle soit diffusée sur les joueurs, la bonne pression, et lui t'as l'impression qu'il vit sans pression maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas je pense lorsqu'il était à Toulouse ou quand il était en plein milieu de sa carrière. C'est comme une sorte de allez, je fais un petit coming out de fin de carrière à Saint-Étienne, le public est sympa.
je le reproche un peu ça. Et si tu veux mon avis perso, au stade où on en est, faisons-lui confiance pour le recrutement et continuons une saison avec lui. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je suis aussi favorable à son maintien. Marco? Oui. Bah oui, c'est un enfant du club. Hein. Il a porté le maillot vert. Il connaît ce rôle de coach. Il connaît ses championnats de Ligue 2. Il connaît le championnat de Ligue 1. Contrairement à son prédécesseur, donc oui. Après, Dalloglio, il avait un peu le même profil, mais il correspondait pas à la politique qu'il meurt. Donc, je sais pas. Après, les temps changent, et puis peut-être qu'il a un carnet d'adresses, on verra, mais ça va être très 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 compliqué. Hein. Moi, je le dis encore une fois. Hein. Si vous gardez les trois pantins, là, les trois guignols, là, je vois pas comment. Ils ont montré tout ce qu'ils savaient faire. Hein. Et puis l'année prochaine, il y a certains clubs, ça va être quand même costaud. Hein. Donc je m'attends à ce que ce soit plus costaud que cette saison encore. Donc, et puis tu as un effectif qui est plus que limité, hein, on l'a vu. Hein. Et puis il y en a, ils sont au bout du rouleau. Hein. Donc tu peux pas changer 30 joueurs comme ça. Hein. Il y a un trio que t'as oublié, c'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Soukas, je sais pas oublié, Perrin, Rustem. Ils n'ont pas le pouvoir. Donc, oui, mais pourquoi ils sont là alors s'ils n'ont pas de pouvoir? Pourquoi? Écoute, je pense qu'ils en ont quand même un petit peu. Tu penses qu'ils ont un pouvoir oui, décisionnel? Soukas, il a influencé. Je pense que Soukas a pesé pour le retour de Montagnier. Oui, voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Pour Montagnier. Après, c'est pas eux qui prennent les décisions. Et eux parlent français et en fait, ils les gardent comme soupape un peu parce que les responsabilités, ils peuvent très bien dire bon, on écarte ce trio-là, on met quelqu'un d'autre à la place, tu vois, ça fait... Eux, au moins, ils sont là au quotidien, si tu veux. Oui, ils sont bien pas sûr, là, ils ont bien besoin de ce trio français. C'est inadmissible qu'ils soient pas là, quoi. Ce que je regrette, c'est une dilution des responsabilités. Du coup, tu sais pas qui est aux manettes vraiment. Est-ce que ils ont ce trio-là qui est là tous les jours? Est-ce qu'il a une marge de manœuvre ou pas du tout? On a du mal à comprendre. C'est pas clair. Ce qui fonctionne. T'as très bien dit. On sait pas qui est aux manettes parce que le président il est pas là. Ce qui fonctionne, c'est un directeur sportif, un entraîneur, et voilà. Mais on le sait tous. Tout à fait. Et là, si j'ai bien compris, il y a 6 directeurs sportifs. Et alors c'est quand même c'est Loïc Perrin qui a cette fonction. Il fait les photos avec les nouveaux joueurs. Oui, de directeur sportif. Ouais. C'est la caution de l'ancien joueur. L'armée mexicaine que tu as évoquée la semaine dernière, Eric, qui est complètement folle, qui dans ce paysage du club. Fait relativement tâche, et puis je trouve condescendant. Les gars on dit il vient de la première ligue, il était à Manchester, et il vient nous entraîner. Ah ouais, ça nous fait une belle jambe, hein. Regarde, c'est la deuxième saison en Ligue 2, quoi. Et puis il n'y a pas de résultat à tout point de vue, c'est fou. Tu as dit que j'évoquais souvent le fait que il travaillait sur moyen et long terme. C'est pas moi qui le dis, c'est lui et notamment un journaliste de l'équipe que tu connais bien qui a vu Gazidis et c'est Gazidis lui-même qui dit qu'ils ont le temps. Ils veulent prendre leur temps. Oui, mais 90 millions d'euros, 90 millions d'euros sur 2 ans, t'as aucun résultat. Tu fais que c'est que du négatif depuis qu'ils sont là. Alors je veux bien qu'ils aient le temps, mais tu perds de l'argent. Comme ça tu. Tu peux te dire Paris a mis 10 ans avant de gagner la Champions. Mais pas en débarrassant de l'argent de cette façon. Ah bah si. Ils ont acheté. Ils ont gagné des trophées. Je suis désolé. Ils ont gagné leur objectif, c'était vraiment la Champions League. Chelsea aussi a mis énormément de temps avant de gagner quelque chose en mettant énormément d'argent. Ils ont fini par y arriver. Après, heureusement, le foot c'est pas une science exacte. C'est pas le budget qui fait et on le voit bien avec parfois en première ligue, parfois tu as des clubs qui créent la surprise, tu sais pas trop pourquoi. Et en Ligue 2, Le Mans a 0 budget, et voilà, il y a des anomalies. Du Mans. Non, mais parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je veux dire, l'argent fait pas tout. L'argent fait pas le bonheur. Que ce soit à Saint-Etienne ou partout ailleurs. L'argent fait pas le bonheur. On est bien d'accord. Mais fait pas le résultat, fait pas le classement. 90 millions d'euros. Oui. C'est quand même pas rien. Sur le long terme, ça finit toujours par payer quand même. L'argent.
C'est pour ça que pour preuve, je prends Chelsea, je prends Paris, je prends. Non mais attends, Chelsea, à quel moment Chelsea, il faut savoir que dans les années 80, Chelsea était bien en première ligue. Oui, non, depuis l'époque où ils ont commencé à mettre énormément d'argent, à avoir 3 équipes. Paris était en première division. Et puis quand ils sont arrivés, les Qataris, ils ont gagné des trophées. Oui, ils ont gagné. Oui, ils ont gagné des trophées. Non, mais le rapport est encore différent. Non, mais là, il y a absolument rien. Il y a même l'équipe féminine qui descend. Alors qu'ils avaient dit, ils l'ont prétendu. Non, mais je suis pas en train de défendre. Ils ont dit, nous on connaît le foot, laissez-nous faire. On va y aller step by step. Il est où le step by step là et si dans en fait, ce que j'essaye de dire, si je me mets dans leur tête, moi aussi je suis supporter comme vous, donc j'ai pas le même le même agenda que eux, mais eux, leur agenda, si c'est 5 ans, leur agenda, nous ça nous dépasse. Nous on est dans notre agenda de supporter, il est de 6 mois. Ouais, mais eux peut-être il est de 5 ans. Ouais, mais Tannenbaum, si l'argent continue à arriver, ils vont finir par y arriver. Tannenbaum, il a plus de 80 balais. Ouais, mais il a des successeurs, t'inquiète pas. Le débat s'enflamme, chers auditeurs. Non, mais donc, on a évoqué le mercato catastrophique, on pourrait parler du nombre très élevé de blessures, mais passons à présent aux joueurs, donc, qui ont bien sûr leur part de responsabilité, à l'image de Gauthier Larsonneur, qui en tant que capitaine est censé donner l'exemple et n'a rien trouvé de mieux que de rabrouer les journalistes. Donc, vu son hygiène de vie, il ferait mieux de faire profil bas. Si vous avez écouté son intervention, qu'est-ce que vous en avez pensé, sachant qu'il y a eu un communiqué commun des groupes de supporters cet après-midi. Soit dit en passant, on peut saluer la décision de non-dissolution des groupes ultra-stéphanois qu'on attendait toutes et tous. Donc les groupes de supporters appellent à un changement de capitaine l'année prochaine, d'avoir quelqu'un qui représente les valeurs du club. Le cardinal par exemple, pour ne pas le citer. Qu'est-ce que vous pensez du cas Larsonneur qui a dépassé les limites vendredi soir à Nice? Je suis un peu à contre-courant parce que je critiquais les journalistes, on dirait qu'on n'a pas le droit. A priori, on parle de sa vie privée, tout ça, donc on peut comprendre que ça l'agace. Mais c'est surtout, ce qu'on leur reproche, c'est qu'il a critiqué les journalistes. Non, mais son et discours, c'est un crime de lèse-majesté. En France, il faut pas dire qu'ils payent pas d'impôts, il faut rien dire sur les journalistes. Il ferait mieux de s'occuper du vent qui est en train de tourner et qui va bientôt les foutre à la porte tous les journalistes de France. Il a parlé d'éthique, de professionnalisme. Le même métier, il ferait mieux de s'occuper de ça plutôt que de s'occuper des soirées que fait Larsonneur de ci, de là. Non, c'est Larsonneur qui a parlé d'éthique, de professionnalisme avant de s'en prendre aux journalistes. Ah oui, voilà, j'ai dit ce que je pensais. D'ailleurs, les fuites sur Larsonneur, bizarrement, elles sortent là maintenant qu'on est éliminé de la Ligue 1. Non, ça fait un moment. Oui, mais là, quand même, on n'entend que parler de ça. Donc, il faut chercher un bouc émissaire. Mais le capitaine tu vois, vous tombez dans le panneau pour moi parce que il y a un bouc émissaire, qu'on vient de nommer, qui est Gazidis, et on essaye d'allumer un feu à côté pour que les supporters regardent le petit feu de Caen alors qu'il y a la forêt brûle dans les bureaux de l'Etra. Mais moi, tu vois, je n'étais même pas au courant de l'interview. C'était lunaire. Je t'écoute, je t'encourage à l'écouter. De notre portier. Bah écoute, j'ai pas eu. Et d'ailleurs, le cardinal a parlé de manque de professionnalisme. Donc lui qui est arrivé récemment, donc je suis désolé, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas été mis au courant de ça. Et pour répondre à ta question, moi c'est plus c'est pas le rôle de capitaine, c'est le rôle de gardien. Pour monter en Ligue 1, il faut un super gardien, et je pense que notre Larsonneur n'a plus le profil. Voilà, c'est aussi bête que ça. Je trouve qu'il n'a pas été toujours décisif cette saison. Voilà, alors je le trouve plutôt agréable, hein, mais pas avec tout le monde. Ouais, mais il y a des. Voilà, je changerai de gardien tout simplement. Et c'est pour ça que je pointais Maubleu lors du déplacement à Grenoble et la blessure de Larsonneur. Je trouvais que c'était un moment clé pour pouvoir changer cette défense stéphanoise. Et voilà. Mais je suis pas du tout au courant des oui-dire, de ce qu'il a dit.
Dernière question, et maintenant, donc que faut-il faire? Que faut-il attendre de cette nouvelle saison de Ligue 2 dont le niveau sera sûrement bien plus relevé, hein. Je rappelle qu'Amiens et Bastia ont été relégués, que Laval s'est sauvé et que Dijon et Sochaux sont promus. Donc il y aura le FC Nantes. T'as Nantes, ouais. Il y aura Montpellier, sûrement qui va jouer un autre rôle. Il y a Reims, Metz qui fait son ascenseur, mais qui sera là effectivement. Des équipes surprises qu'on a pu avoir cette année avec Le Mans qu'on attend absolument pas. Ça va pas. être très compliqué. Ouais. Donc, non, mais il faut rappeler Bouchoirie. 0 passe D, 0 but, merci. Ben oui, mais moi avec Bouchoirie, je pense qu'on montait. Là-dessus, c'est des joueurs comme ça qu'il faudrait qu'on vient de citer, qui peuvent casser des lignes. Et il faut vraiment renforcer ce milieu de terrain qui est quand même très important dans un championnat de Ligue 2. Un milieu qui tient le choc et surtout créateur. C'est ce qui nous a manqué, je pense, cette année. Et tu vois, les derniers matchs où nos attaquants ont été sevrés de bons ballons, je pense que ça vient aussi que nos joueurs qui jouaient au milieu n'avaient pas, en fin de compte, cette acuité, cette compétence d'éliminer un joueur, de faire la différence, de casser des lignes, comme un certain Marocain Bouchoirie qui le faisait, même s'il avait, tu dis, pas de passe d'ess, il avait un seul but, mais franchement, je pense qu'avec un joueur comme lui, on peut faire la différence offensivement. Moi, je pense que le mal est plus profond. Et si on écoute Gazidis, tu sais la phrase dans le Guépard, là, il faut que tout change pour que rien ne change, c'est un peu la doctrine de Gazidis. Si tu l'écoutes, je vais rester et on va changer, on va se remettre en question. En fait, le problème, c'est ça. Mais s'ils sont intelligents, il faut passer à le step supérieur, dans le sens où on veut voir des joueurs arriver de la stature de Le Cardinal. Vous avez vu comme tout change quand il est sur la pelouse depuis qu'il est là. On veut des joueurs de la stature de Le Cardinal, un par ligne, peut-être un haut gardien, et là on va voir enfin et puis quand je dis des joueurs, c'est aussi dans la tête des gagneurs. Pas des jeunes qui débarquent et qui vont déjà prendre 1 an et demi pour découvrir la France, la Ligue 2. Non, des joueurs qui savent ce qu'il faut faire, tu vois, avec une mentalité de gagnant, de gagneur. Et ça va tout changer, mais il faudrait qu'ils passent ce step-là. Et ce levier-là, a priori, le financeur est prêt à mettre le pognon qu'il faut. Ben voilà, je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Ah oui, mais tu vas à l'encontre de leur politique de data avec. Non, parce que les jeunes, ils peuvent tout à fait se construire, mais à côté de joueurs comme ça. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, et c'était une remarque, je me rappelle, Eric, que tu m'avais fait. Kevin Pedro, il a été bon à partir du moment où on l'a mis à côté de Le Cardinal. Et en effet, ça peut être un bon joueur, mais tout seul à côté de joueurs blessés qui sont inconstants, il surnageait pas, il a pas éclaté, il a éclaté quand il y a eu vraiment des bons joueurs à côté de lui, donc ça peut faire ça, mais il faut vraiment une ossature dans l'axe du terrain au poste important, une ossature hyper costaud. Avec ou sans Davitashvili et Stassin? Bah alors là oui, mais le poste d'avant-centre, Davitashvili, je me prononcerai pas, mais le poste d'avant-centre est super difficile, hein, et on est bien placé pour le savoir à Saint-Étienne parce qu'on a tellement galéré pour trouver des joueurs, on a tout essayé, et là on sait ce que l'on a, et c'est difficile de. Après, bien sûr, on peut pas garder contre sa volonté, le faire rester attaché à Saint-Étienne, bien sûr, mais c'est très difficile de recruter un bon avant-centre. Sissoko a marqué un but de plus que Stassin en Ligue 2 sur une saison. Ouais, mais il s'était bien dépatouillé, Romeyer. Mais avec des joueurs qui ont un profil Ligue 2, tu vois. Avec un budget qui était limité. Il avait récupéré des joueurs comme Sissoko qui avait marqué 12 buts, un but de plus que Stassin, ouais. Exactement, ouais. Mais bon, c'est comme ça. On va passer une page Haute-Loire, cher auditeur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. Alors, Régional 1 et Régional 2, il y avait les derniers matchs qui concluaient ces compétitions. L'USSL...
l'USSL se déplaçait à Aurillac et l'USSL a pu faire match nul, 2 buts partout face aux Cantaliens et l'USSL finit 7e, donc synonyme de il reste dans cette poule de Régional 1, donc bravo à cette équipe de Saint-Jean Saint-Maurice. La réserve du Puy l'a emporté dans la Loire à Firminy 1-0. Le Puy est 2e de ce championnat de R1. Monistrol l'a emporté 2-1 dans le derby face à Blavozy. Donc Monistrol termine 5e et Blavozy 11e. Et puis Espali, le leader, l'a emporté face à la réserve de Clermont Foot, 3-2. Donc Espali, largement le leader, qui va rejoindre la Nationale 3, qui va devenir la Nationale 2, c'est ça ? Exact. Donc voilà, faut pas s'y tromper, mais voilà, il monte donc en Nationale 2 puisque la Nationale 1 devient la Ligue 3. Voilà, la Nationale devient la Ligue 3. Donc bravo en tout cas aux Espavios tout au long de la saison qui ont dominé largement ce championnat de Régional 1. Régional 2, il y avait Brive Sauveteur qui l'a emporté 8-3 face au Puy-d'Aumois de Chamalières. Brioude termine bien aussi ce championnat puisqu'il l'a emporté 3-0 à domicile face à Moulins-Isère, et puis dans l'autre poule, la réserve de Blavozy s'est inclinée face à Châtel-Guyon 4-1. Voilà, c'en est terminé donc de ces championnats régionaux. Je me demande si l'équipe de Blavozy, en terminant 11e de R1, elle ne descend pas. Je me demande... à mon avis, ils doivent passer à la trappe, les pauvres, mais quand même, un gros coup de chapeau au club altiligérien dans cette poule de R1 qui finissent quand même 1er, 2e, 5e, 7e et 11e pour Blavozy. Bravo à eux. Voilà pour la page altiligérienne. Je sais que concernant l'équipe du Puy Foot, il y a déjà des arrivées, je crois. Eric, t'en as... T'as pas vu ? Du tout. Ils ont réussi à conserver le gardien qui a re-signé pour 1 an, ouais. Ce qui est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. C'est un très très bon gardien. Et c'est gardien. Rare, suffisamment rare pour être souligné. C'est un très bon gardien, Carvalho. Donc voilà, et on verra donc cette équipe du Puy en Ligue 3 donc l'année prochaine. Avec Bastia. Et on termine l'émission, il nous reste 5 minutes. Vas-y Eric. Juste durant la pause musicale, je me suis renseigné donc, sur les 2 recrues du Puy Foot pour l'instant. Donc c'est Michael Fati, attaquant de Saint-Brieuc, qui vient compenser le départ de Marvin Adélaïde, qui a signé à Amiens, et un arrière-droit de Boulogne-sur-Mer, Emmanuel Kouassi. Voilà, Kouassi, exactement. Ok, allez, on enchaîne avec les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, coup de cœur pour le match des héros auquel j'ai assisté dimanche soir à Geoffroy Guichard. Quel plaisir de revoir ton ancien visage. J'ai eu la chance de passer un moment avec certains à leur hôtel comme Berich, Debuchy et Ruffier, bien plus décontractés qu'à l'époque et qui étaient ovationnés par le chaudron. Ce match a servi à soutenir la recherche contre la maladie de Charcot qui a remporté Georges Beretta. D'ailleurs, ses anciens coéquipiers étaient présents. Pour la petite histoire, même là, la SS s'est inclinée 3-4, malgré un doublé de Brandao et un but de Molo. Le Stéphanois le plus en jambes a été Max-Alain Gradel. Et le meilleur joueur du match a été Eden Hazard, qui n'a rien perdu de ses qualités techniques. Il est l'un des 2 joueurs adverses avec Katem Ben Arfa, que j'ai vu applaudi un jour à sa sortie par le public stéphanois, qui est un public très connaisseur. De mon côté, je vous parle de la nouvelle session de jeux gratuite sur Sorare spécialement pour la Coupe du Monde. Si vous aviez aimé acheter l'album Panini et remplir les équipes du mondial, eh ben vous allez aimer cette session gratuite de Sorare, puisque c'est un peu la même chose. Et en plus ça va pas vous ruiner, puisque ça, pour le coup, c'est totalement gratuit. Vous ouvrez un pack tous les jours de 3 joueurs et vous constituez des équipes, vous alignez des équipes de 5 joueurs. La Coupe du Monde va durer un mois, donc vous aurez au moins 10 ou 15 même sessions de jeu, et on peut gagner, voilà, et apprendre à jouer à Sorare.
Pour moi, coup de cœur pour le carton rouge TV, Flavien, qui fait de très belles émissions sur le net, et la dernière qui pointe les 7 erreurs de Kilmer. Je vous conseille, cher auditeur, ça dure 45-50 minutes, mais je vous le conseille. Très très bon, très très belle vue sur la saison. Les 7 péchés capitaux. Ouais, les 7 péchés capitaux. Pas de dissolution, c'est tombé aujourd'hui concernant nos 2 groupes d'Ultra à Saint-Etienne. J'ai aimé les 2 matchs de Gadet Bécou, il m'a fait plaisir. Et côté espagnol, le retour du Deportivo La Corogne, la Galice et la Cantabrie avec les verts et blancs de Santander qui reviennent dans le championnat de l'élite espagnole. Donc bravo à eux. On enchaîne avec les coups de tête. Il nous reste 1 minute 30. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Alors, coup de tête pour cette dernière raclée à Nice où en 3 déplacements on a pris 14 buts pour la non-montée en Ligue 1 quand ça s'appelle la Saint-Etienne et qu'on dispose d'autant de moyens constitue une faute professionnelle, un échec cuisant de plus pour Kilmer qui depuis son arrivée a tout raté sportivement. Il va falloir changer pas mal de choses pour que l'équipe puisse enfin être digne de son merveilleux public. De mon côté, Christophe Glaise, on n'en a pas parlé et il était fan du PSG, donc comme il y a eu la victoire pour la 2e fois, on en parle. Ça fait quand même 2 ans qu'il est détenu pour avoir fait son boulot de journaliste passionné de football chez SoFoot. Et pour moi, les coups de tête, l'arbitrage, ça fait longtemps, mais Buquet a été extraordinaire sur le dernier match à Nice, à tout point de vue, que ce soit pour les Stéphanois et pour les Niçois. C'est catastrophique, on l'a bien vu. Stassin, que j'ai pas aimé, pour moi, il doit la mettre au fond en 2e mi-temps, c'est évident, avec son pied gauche. Il se sert jamais de son pied gauche, Stassin. Ça, c'est pas trop normal. J'ai pas du tout apprécié le match de mardi des Stéphanois, avec un Geoffroy Guichard bondé. Je n'apprécie pas du tout les incidents des supporters suite à la victoire de la Champions League. Bravo aux Parisiens, mais les incidents, j'ai l'impression qu'il y a une génération, lorsqu'ils font la fête, ce qu'ils veulent, c'est tout casser. C'est assez spécial. Et surtout, un gros coup de tête sur le bilan catastrophique de Kilmer en 2 ans. Voilà, on se retrouve la saison prochaine, en début septembre, pour la saison 26-27 des Stéphanois. Bis à l'œil, portez-vous bien et allez les Verts. Ciao, ciao. Bel été, allez les Verts. Allez, bel été à vous. Allez les Verts. Coup de tête vous a été proposé par la boutique Trinquant, située au 35 rue des Martyrs de Vingré à Saint-Etienne. Trinquant, le magasin des amoureux des Verts dédié au foot vintage et à la culture stéphanoise. Également visible sur trinquant.fr.